ton corps, il te parle est un balado qui propose de mettre l'intuition au cœur de nos décisions. Bienvenue au balado Écoute ton corps, il te parle. Je suis Karine Paiement, étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique et aujourd'hui, je reçois la docteure en neurosciences et postdoctorante Catherine Raymond. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions et de comment les observer avec bienveillance. On rappelle que l'écoute de ce balado ne remplace pas les recommandations personnalisées d'une ou d'un professionnel de la santé. Alors, pour commencer, Catherine, peux-tu nous dire c'est quoi une émotion et à quoi ça sert? Bien oui, tout à fait. En fait, maintenant, au niveau de la recherche de la clinique, on étudie plus de 200 types d'émotions. À la base, il existait 6 émotions primaires. On parlait, par exemple, de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la peur, de la colère et de la surprise. Et ce que toutes ces émotions-là ont en commun, et même les émotions plus complexes qu'on étudie aujourd'hui, c'est d'être provoquées par le cerveau vis-à-vis une situation dans notre environnement ou une situation qui se passe tout simplement dans notre tête. Et ça va provoquer plusieurs manifestations physiques, comme par exemple la colère, bien, ça va provoquer certaines manifestations au niveau du corps. On va avoir les muscles un petit peu plus crispés, les bras croisés, les épaules remontées vers le haut. On peut parler de rougeur dans le cas, par exemple, de la joie, de la colère et de la surprise. Donc, ça va amener plusieurs manifestations physiques, finalement. Les émotions, elles ont toutes plusieurs fonctions. Dans certains cas, on va parler d'émotions qui sont plus positives ou négatives, mais dans les faits, concrètement, une émotion, ça a toujours une fonction. Par exemple, la colère, ça va avoir pour fonction de repousser l'adversaire. Hein, si on se ramène au temps des hommes des cavernes, c'est important d'avoir l'air en colère vis-à-vis d'un mammouth. C'était pas le temps de sourire au mammouth, il fallait le repousser. Et donc, la colère, ça allait servir à ça. La joie, ça va avoir pour fonction d'amener à reproduire un comportement ou une situation par la suite parce que c'est agréable. Okay? Donc, si on ressent de la joie quand on est en compagnie de quelqu'un, on va avoir plus de chances de vouloir repasser du temps avec cette personne-là. Quand on parle de la tristesse, par exemple, une fonction importante que ça va avoir, c'est d'aller chercher de l'aide. Quand je me sens plus triste, j'ai tendance à demander de l'aide plus facilement, à me rapprocher des gens qui sont proches de moi, finalement. Et donc là, quand je parle de ces fonctions-là, bien entendu, c'est quand on va bien, OK? Donc, un individu qui est en santé, qui est en bonne santé psychologique, va avoir tendance à adopter ces comportements-là lorsqu'il ressent ces émotions-là. Puis là, par la suite, bien entendu, quand on rajoute la couche de la psychopathologie par-dessus, ça peut devenir un petit peu plus compliqué, bien entendu. Je comprends. Puis, tu sais, quand tu disais l'exemple d'émotions positives, émotions négatives, des fois, ce qu'on préfère utiliser comme terme, parce que, tu sais, c'est vrai que la joie, c'est plus agréable à vivre que la tristesse. Il n'y a personne qui aime vraiment ça, être triste, sauf peut-être en cas de psychopathologie, comme tu le disais. Mais dans les faits, tu sais, on va peut-être plus parler d'émotions désagréables, c'est ça? En effet, en science, on préfère plutôt les termes émotions agréables versus émotions désagréables, parce que quand on dit émotions négatives, c'est un peu comme si on disait, on ne devrait pas ressentir cette émotion-là. Tu sais, la tristesse, c'est négatif, il ne faut pas la ressentir. Alors que dans les faits, c'est important de ressentir toutes ces émotions-là à certains degrés, dans certaines situations, parce qu'elles ont toutes une fonction qui est très importante. Ça fait du sens. Puis, dis-moi, c'est quoi la différence entre des émotions et des sentiments? On dirait que c'est comme un peu mélangeant les deux. Une émotion, en général, c'est un état qui va apparaître et demeurer pendant quelques minutes à quelques heures dans certains cas, tandis qu'un sentiment, ça va être un affect qui va être beaucoup plus durable à travers le temps. On peut parler, par exemple, du sentiment amoureux, de la confiance, de la méfiance, du bonheur, etc. Et bien entendu, les sentiments et les émotions vont s'inter-influencer, c'est-à-dire que si je ressens de la joie, qui est une émotion, ça a plus de chances à ramener au niveau de ma conscience, là, dans mon esprit ici et maintenant, certains sentiments qui sont aussi associés à la joie. Okay? Donc, si je suis aussi amoureuse, ben en situation de joie, j'ai plus de chances de me souvenir que, oh mon Dieu, mais en plus de ça, je suis amoureuse, puis ça va bien à mon travail, puis etc. Versus si je ressens de la tristesse, mais ça va ramener certains sentiments qui sont, eux, plus désagréables en général au quotidien. Donc, c'est lié, ces deux phénomènes-là, mais en effet, ça réfère à des concepts qui sont différents. Good. Puis l'ennui, ça rentre dans quoi? Parce que, tu sais, souvent, j'entends que je mange mes émotions, je mange par ennui, mais l'ennui, c'est-tu une émotion? Non, en fait, l'ennui, c'est pas une émotion, ça va être plutôt ce qu'on appelle un état cognitif, c'est-à-dire c'est ici
Et maintenant, j'ai ce sentiment de manquer de stimulation. Okay? J'ai l'impression qu'il y a un certain vide que j'ai du mal à combler. Et notre tolérance à l'ennui dépend vraiment d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que si on a déjà été exposé à l'ennui auparavant, quand on était petit ou un peu plus tôt au cours de l'âge adulte, etc., on a plus de chances à le tolérer que si on a toujours été dans la distraction. Tu sais, si on s'est toujours fait exposer à 1 million d'activités parascolaires, à tout plein d'activités au quotidien à l'âge adulte, bien, on a moins de chances de venir tolérer ce qu'est l'ennui. Et quand on a de la difficulté à tolérer l'ennui, on va avoir tendance à avoir certains comportements compensatoires qu'on appelle. Pour certaines personnes, ça peut être utiliser leur téléphone cellulaire dès qu'ils ressentent un certain niveau d'ennui. Pour d'autres, ça peut être de se nourrir. Pour certaines personnes, ça va être de faire de l'activité physique, parfois à l'excès. Donc, il y a plusieurs comportements comme ça qui peuvent être adoptés pour combler l'ennui. Mais il faut se rappeler que c'est important, l'ennui. C'est important chez l'enfant, c'est important chez l'adulte aussi. Chez l'enfant, ça va être associé notamment à plus de comportements de créativité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins tendance à aller directement vers les jeux vidéo, vers la télévision, par exemple, pour se distraire. Ils vont inventer des jeux. Ils vont inventer des personnages, etc. Et chez l'adulte aussi, ça a été associé à plus de créativité, non seulement artistique, mais aussi dans le milieu scolaire. C'est-à-dire que si on est habitué de s'ennuyer, bien, on a plus de chances à avoir des idées quand on écrit une dissertation, par exemple, que si on est constamment dans la distraction. Bien là, le syndrome de la page blanche peut arriver beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement dans ces situations-là. Puis est-ce que le fait de ne pas bien tolérer l'ennui, est-ce que ça peut être associé au fait d'être plus facilement stressé, de vivre plus facilement de l'anxiété? Bien, en fait, c'est que l'ennui ou l'absence de stimulation dans l'environnement, c'est associé à beaucoup d'espace cognitif pour ruminer. Okay? C'est-à-dire que si on n'est pas capable de tolérer cet état cognitif-là, ça va avoir tendance à ramener à la surface plusieurs pensées qui peuvent être anxiogènes. Et donc, si on est une personne qui est anxieuse ou si on vit des situations de stress exacerbées, bien, le fait de ne pas être stimulé, ça peut ramener ces émotions négatives-là à la surface, ce qui va amener plus de comportements compensatoires. Donc, la distraction, chez certaines personnes, ça peut être des comportements de consommation aussi, là, que ce soit l'alcool, la drogue, etc. Et donc, en effet, l'ennui, ça peut être un secteur propice à ramener les émotions négatives à la surface. Je comprends. Puis, quand on parle de stress et d'anxiété, c'est quoi la différence entre les deux? Oui, c'est deux termes qu'on a tendance à utiliser de façon interchangeable. C'est aussi je suis stressée ces temps-ci, cette personne-là est tellement stressée, elle est tellement anxieuse. En fait, ça renvoie vraiment à deux concepts très, très, très différents au sens où le stress, c'est très adaptatif. Quand on parle de stress, on parle d'une réponse qui est biologique vis-à-vis d'une situation qui se produit ici et maintenant, c'est-à-dire est circonscrite dans le temps. J'ai un examen, je suis assise devant ma copie d'examen, j'ai une réponse de stress et cette réponse de stress-là, elle est biologique, c'est-à-dire que ça se traduit par la sécrétion de certaines hormones. On peut parler par exemple de cortisol, d'adrénaline, qui ont une fonction vraiment importante, c'est de nous faire mobiliser de l'énergie. Donc, j'ai besoin de cette énergie-là pour passer au travers de mon examen, de ma dissertation, de mon entrevue d'emploi, peu importe. Ça m'est utile jusqu'à un certain point. Okay? Puis ce point-là, on pourra en reparler un petit peu plus tard. L'anxiété, c'est quand je présente une réponse de stress, c'est-à-dire je sécrète des hormones de stress, mais il n'y a rien devant moi. J'ai pas de situation concrète qui nécessite, là, ici et maintenant, de sécréter ces hormones de stress-là. Et à ce moment-là, ça pourrait s'apparenter, par exemple, à anticiper son examen la veille. Okay? Ça, c'est un état anxieux. Okay. La veille, je sécrète ces hormones-là. Et dans certains cas, ça va nous amener à mieux nous préparer. Okay? Donc, l'anxiété, quand elle est vécue de façon transitoire, une fois de temps en temps, ça nous aide à nous préparer à appréhender ces fameuses situations-là qui peuvent représenter une menace pour nous. Et donc, ça peut être bénéfique à certains égards, même si c'est désagréable. Dans certains cas, je suis d'accord. Donc, quand c'est un état, c'est correct. C'est 100% d'entre nous, on est anxieux une fois de temps en temps. Là où ça devient problématique, c'est plus quand ça s'imbrique sous la peau puis que ça devient un trait de personnalité. C'est-à-dire que là, on passe plus de temps à être anxieux qu'à ne pas l'être, par exemple. On anticipe beaucoup au quotidien. Ou même quand ça devient une psychopathologie, puis on peut parler d'anxiété généralisée, où là, vraiment, ça va avoir un impact très négatif sur le fonctionnement. Donc, la difficulté à avoir des interactions sociales, à aller à l'école, à travailler, à prendre soin de soi, de son logement, etc. Donc, quand ça vient altérer le fonctionnement puis que ça amène énormément de détresse, bien là, on va parler de psychopathologie dans ce cas-là. Okay? Donc, le stress, c'est biologique. L'anxiété, c'est cette tendance-là à anticiper les situations stressantes, finalement. Fait que c'est la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, j'aime ça. C'est bien résumé.
Puis, dans le fond, quand on parle justement, les émotions, on a dit que ça avait des fonctions, donc il n'y en a pas de négatives. Elles sont peut-être inconfortables, mais elles sont utiles. C'est la même chose de ce que je comprends du stress puis de l'anxiété. C'est utile jusqu'à un certain point, même si c'est pas le fun à vivre. L'ennui, c'est-tu utile? Oui, tu m'as dit, dans le fond, pour la créativité. Fait que c'est d'apprendre à le tolérer, ça aussi, d'une certaine façon. C'est inconfortable, mais ça a son utilité également. Ça a son utilité, pour la créativité, c'est sûr, mais ça a son utilité aussi pour apprendre à digérer les émotions. Parce que c'est sûr que si on est constamment dans la distraction, toujours entouré de plein de monde, en train de travailler et ou de faire du sport et ou de ci, de ça, bien, on ne réfléchit pas à nos émotions, on les absorbe pas, puis on prend pas le temps de se dire non plus, en ce moment, je ressens une boule dans l'œsophage. C'est quoi ça? Tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, je me sens coupable. Je me sens coupable parce qu'aujourd'hui est arrivée telle ou telle situation. Et donc, le fait de s'abstenir, d'être surstimulé, ça nous donne cet espace-là, finalement, pour penser à comment on se sent, puis essayer de se centrer aussi sur ce qui se passe au niveau du corps. Donc, c'est important, en fait, de se garder des moments d'ennui dans la journée. Clairement, dans le fond, s'ennuyer, ça nous aide à écouter notre corps. Bien, définitivement. Et il est là, le lien. Donc, on a dit que de s'ennuyer, ça peut peut-être nous aider à reconnaître un petit peu plus les manifestations physiologiques des émotions, mais en gros, comment on fait pour reconnaître nos émotions puis d'apprendre à les nommer aussi, parce que, tu sais, une boule dans la gorge, ça peut être probablement, sur les 200 émotions, ça peut en être une couple, j'ai l'impression. Oui. Définitivement. En fait, première des choses, il faut s'arrêter. OK? Donc, comme on parlait tantôt, l'ennui, c'est important. C'est important de s'asseoir ou même de s'étendre puis de se poser la question, en ce moment, pourquoi est-ce que j'ai chaud? J'ai l'impression, je suis en sudation, j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai de la difficulté à mettre des mots sur mes idées, etc. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment? Puis d'apprendre à se centrer là-dessus, puis pas juste l'éviter, okay? Dans un premier temps. Dans un second temps, il est normal, quand on est dans le vif de l'émotion, de ne pas être capable d'accorder une pensée spécifique à cette émotion-là. Okay? C'est-à-dire que c'est très possible de ne pas être capable de se dire en ce moment, je me sens comme ça, puis j'ai une discussion difficile avec mon directeur de thèse ou avec mon patron, mon prof, peu importe, puis c'est ça qui suscite en moi de la honte, etc. C'est normal que ce soit difficile de se faire. Donc, dans certains cas, il faut attendre un petit peu que la vague passe, puis par la suite, on essaie de réfléchir. La deuxième étape, c'est vraiment d'essayer de voir c'est quoi les pensées qui sont associées à cette émotion-là. Est-ce que c'est justement parce que, X situation est arrivée, puis là, je me suis pas sentie compétent ou compétente dans cette situation-là, ce qui a provoqué X ou Y émotion. Donc, d'essayer de faire cette espèce de cascade-là de qu'est-ce qui s'est passé, quelle pensée ça a suscité chez moi? Est-ce que ça active un certain schéma aussi? Est-ce que ça active une représentation de moi? Peut-être que je suis quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste. Et donc, dans ce type de situation-là où on vient critiquer un petit peu mon travail, où on vient justement critiquer ma thèse ou ma dissertation, ou peu importe, ça a plus de chances d'activer X ou Y situation chez moi. Donc, d'essayer de réfléchir un petit peu à ce qui se passe puis aux pensées que ça vient susciter. Et par la suite, de réfléchir, est-ce que ça se passe toujours dans les mêmes contextes? C'est-à-dire, au niveau environnemental, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ressens cette émotion-là à chaque fois que j'ai une rencontre avec mon prof? Est-ce que je ressens cette émotion-là à tous les vendredis après-midi? Si oui, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Est-ce que c'est parce que j'anticipe mon week-end? Est-ce que ça se passe toujours le dimanche soir parce que j'anticipe ma semaine? Donc, d'essayer de réfléchir un petit peu à c'est quoi le contexte qui entoure ces émotions-là, ça peut aider aussi à les remettre en perspective par la suite. Puis, disons que je réussis à identifier justement ces émotions-là, je réussis à observer mon pattern du dimanche soir avant de recommencer ma semaine. Ce serait quoi une bonne façon, ou du moins une façon qui serait acceptable d'essayer de réguler tout ça? Oui, c'est ça. Le champ est large. Donc, c'est sûr que c'est un travail qui est graduel, un peu comme on en parlait dans l'épisode précédent, quand on disait changer une habitude de vie, des fois, ça prend du temps. Apprendre à réguler ses émotions, c'est la même chose. Puis, un bon truc qui peut être donné, je trouve, c'est si on est débutant, là, okay, qu'on a de la difficulté déjà à distinguer les émotions, les nommer, c'est une étape de plus. Et donc,
pourquoi pas commencer comme un enfant en garderie, là. Tu sais, les enfants en garderie, on leur imprime carrément des pictogrammes, là. Tu sais, ça, c'est la joie, ça, c'est la colère, ça, c'est la surprise, machin. Chez l'adulte, pas besoin d'imprimer des pictogrammes avec les visages, mais ça peut être de s'imprimer une liste d'émotions, tout simplement, là. OK? Donc, il en existe des tonnes en ligne. On peut s'imprimer ça et essayer de voir un petit peu c'est quoi leur définition pour mieux les cibler. En ce moment, ce que je ressens, c'est pas de la colère, c'est de l'irritation. En ce moment, je me sens irritée. Ah, OK, parfait. Donc, juste d'apprendre à le nommer, ça peut aider. Par la suite, deuxièmement, comme on le disait un petit peu plus tôt, c'est important d'attendre que ça diminue un petit peu avant d'agir sur cette émotion-là parce que bien souvent, les émotions vont amener l'activité du système de stress. Okay? Puis là, je m'explique. Quand on ressent des émotions, ça amène la sécrétion d'hormones de stress qui, elles, remontent très librement au cerveau à chaque fois qu'on les sécrète. Okay? Donc, à chaque fois que je sécrète ces hormones-là, ça remonte au cerveau puis ça vient brouiller ma capacité à me concentrer sur ce que je fais, à prendre perspective sur ce qui m'arrive, à réfléchir à des plans d'avenir, etc. Et donc, on est un petit peu pris dans le ici et maintenant. Puis c'est normal d'avoir de la difficulté à réguler l'émotion tout de suite. Il ne faut pas vouloir être trop performant, finalement, dans notre régulation émotionnelle. Donc, on attend que la vague passe. Et par la suite, l'objectif, c'est de trouver un plan à court terme, premièrement. Dans certains cas, ça peut être, je vais aller prendre une marche, je vais aller promener le chien, je vais aller, justement, je vais aller me faire à manger, je vais aller cuisiner un petit peu, ça va me changer les idées, je vais appeler un ami, je vais lire un livre, je vais continuer à travailler. Donc, tu sais, on essaie de se trouver un petit plan à court terme et par la suite, trouver un plan à plus long terme pour contenir ce feu-là. C'est-à-dire, bien, si ça se produit à tous les dimanches soirs, cette espèce d'angoisse-là vis-à-vis de la semaine, bien, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Pour venir limiter cette incidence-là. Mais si à tous les dimanches, notre routine, c'est de manger tout seul dans notre salon, mais ça peut peut-être être de se dire « Hey, mais moi, je suis quelqu'un de très sociable. Peut-être que les dimanches, à la place, bien, je pourrais souper en famille. Ou peut-être que les dimanches, je pourrais en profiter pour faire une activité qui me tient à cœur. Justement, aller faire ma petite course en forêt ou bien lire un livre, etc. » Donc, de venir changer certaines habitudes à long terme. Ou bien, si c'est des situations qui sont plus relationnelles, c'est-à-dire, les dimanches, on se sent toujours un petit peu découragé parce que, justement, on va souper dans la famille de notre chum ou de notre blonde. Puis bon, c'est une activité qui est comme de trop dans notre semaine. Bien, la solution, parfois, elle se trouve plus dans la relation que dans notre tête. Fait que des fois, c'est en discutant avec l'autre personne de hey, quel compromis est-ce qu'on pourrait faire pour que je me sente mieux dans telle ou telle situation. T'sais. Donc, trouver une solution à court terme puis une solution à long terme, c'est ce qui fonctionne le mieux, finalement. Ah, mais c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on doit tout le temps régler nos émotions, qu'on doit tout le temps faire quelque chose, mais des fois, justement, juste d'observer ce qui se passe puis de voir comment on peut régler ça, si on a besoin de régler ça ou pas, puis à court terme ou à moyen ou plus long terme. Je pense que c'est des bonnes stratégies que tu nous as nommées. Puis ça m'amène une question que je sais, par exemple, au niveau de la nutrition, que si tu as faim, comme en tout cas, moi, personnellement, je le vis, puis je sais que beaucoup de gens le vivent, quand on a faim, on est plus facilement irritable. Le tigre sort. Ouais, exactement. Tu sais, comme on a plus le goût d'arracher la tête à quelqu'un. En fait, moi, j'utilise une échelle de la faim, tu sais, quand que je demande aux gens d'identifier leur niveau de faim. Puis le niveau le plus élevé de faim, c'est j'aurais le goût d'arracher les murs tellement que j'ai faim. Vraiment, comme c'est visuellement, les gens se reconnaissent là-dedans. Il y a aussi peut-être la tristesse. Je sais que quand je suis plus stressée, peut-être j'ai moins bien dormi parce que je suis en fin de session, peu importe. Bien, ça va m'en prendre moins gros pour pleurer. Tu sais, mon chum va me dire quelque chose que d'habitude, je pourrais vivre avec. On est labile, hein? Ouais. Ouais, exactement. Donc, est-ce que les habitudes de vie, comme le fait de bien s'alimenter ou suffisamment s'alimenter ou de dormir assez ou de ne pas dormir assez, tu sais, tout ça, est-ce que ça va venir jouer sur le système de stress sur par rapport les à nos émotions et tout? En effet, on sait que il y a plusieurs types de situations qui peuvent nous stresser. Il y a des stress qui sont plus psychologiques, là, comme les examens, les présentations, avoir une nouvelle date, etc. Puis il y a tout ce qui est stresseur toute menace à notre survie, finalement. Okay? Donc, manquer de nourriture, manquer d'énergie, manquer de sommeil, finalement. Donc, le fait d'avoir faim et d'être fatigué active le système de stress parce que notre cerveau, ou plus principalement une petite région qu'on appelle l'amygdale, pense qu'on est en danger. Okay? Donc, on se rappellera de mon exemple un petit peu plus tôt du mammouth. Devant un mammouth, on n'est pas en pleine joie, on se sent pas reposé, on est en colère puis on est irritable. On veut survivre. Exactement. Et donc, il est normal d'être plus en colère, d'être plus irritable, d'être plus labile émotionnellement quand on est en privation de sommeil ou quand on a faim. Tout à fait. Puis je pense que l'objectif, c'est de noter ces signaux-là
le plus tôt possible. T'sais. Souvent, il y a des signes avant-coureurs que l'émotion elle monte. Bien, c'est sûr que si on prend le problème en amont, avant qu'il prenne toute la place, on a plus de chances de calmer le feu rapidement, finalement. Puis peut-être de, justement, manger avant de se rendre à avoir le goût d'arracher les murs. Exactement. Puis sinon, au niveau de, tu sais, réguler un petit peu ce stress-là, si le fait de manger, ça peut être une réponse dans le cas où j'ai faim, est-ce que des fois, bien, j'ai pas faim, mais j'aurais le goût de manger pour apaiser justement mon émotion? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une stratégie qui fait du sens? Bien, en fait, on sait que toute activation du système de récompense de façon transitoire, comme manger une nourriture qui nous plaît, faire une activité qui nous plaît, consommer quelque chose qui nous plaît, comme l'alcool, le café, etc., de façon très transitoire, ça peut amener un effet d'apaisement. Moi, ce que je pense, puis en fait, ce que la science puis la clinique nous démontrent, c'est que quand ces stratégies-là sont utilisées de façon diversifiée, c'est-à-dire que c'est pas notre seule technique. Okay? Manger notre sac de chips au complet pour réguler notre stress, ce n'est pas notre seule technique pour réguler le stress. On en utilise d'autres, mais il n'y a pas de problème. Puis au contraire, ça amène un certain équilibre de vie. Même chose pour l'activité physique. Si on n'en fait pas à l'excès à chaque fois qu'on est stressé, bien, c'est génial. Là. Même qu'en faisant de l'activité physique, les endorphines aident à calmer l'activité de l'amygdale, qui est cette fameuse région qui initie la réponse de stress. Donc, quand la région du cerveau, je veux dire, pas les amygdales qu'on a dans la gorge, mais celles qu'on a dans le cerveau. Et donc, le fait de faire du sport aide à calmer le système de stress de façon transitoire. Donc, utiliser ces techniques-là de façon balancée, pourquoi pas? Moi, ce que j'observe, par exemple, c'est que quand on dit aux gens que c'est correct de manger nos émotions, on a quand même un certain jugement par rapport à ça. T'sais, souvent, les gens vont se dire comment, ben non, il ne faut pas que je mange des émotions parce qu'on va avoir l'image, le stéréotype de manger plein d'aliments moins nutritifs. Puis à l'opposé, quand on dit de bouger pour évacuer le stress, c'est souvent mieux perçu. Parce que c'est correct. Ben ça, exactement. Alors que dans les faits, ce que je comprends, c'est qu'on peut faire les deux. Il n'y a pas de problème. Les deux peuvent être bénéfiques et les deux peuvent devenir un problème à l'excès. Au sens où si on fait du sport à chaque fois qu'on présente une émotion négative puis qu'on finit à faire de l'activité physique plusieurs heures par jour dans l'objectif de se dépenser, bien là, on n'utilise pas d'autres techniques, pour venir réguler l'émotion. Et de deux, on se rappellera que c'est possible de devenir dépendant à ce type d'activité-là aussi et d'y coller finalement pendant une longue période de temps. Puis là, bien, peuvent découler plusieurs problèmes au niveau des psychopathologies, mais au niveau physique aussi. Et donc, l'objectif, encore une fois, c'est d'essayer d'être le plus équilibré possible dans l'utilisation de ces stratégies-là. Oui, parce que définitivement, on peut se ramasser en surentraînement. L'activité physique, l'entraînement en soi, c'est un stress physiologique sur le corps. C'est pour ça qu'on s'améliore, parce que le corps s'adapte, puis éventuellement, on améliore notre cardio, notre musculation, notre endurance, etc. Mais dans les faits, si on ne laisse pas le temps au corps de récupérer parce qu'on vit souvent des émotions qui sont plus désagréables puis qu'on le gère uniquement par l'activité physique puis que là, finalement, ça fait un trop gros volume d'entraînement, bien, on ajoute non seulement on a notre stress peut-être plus émotionnel, plus psychologique, mais en plus, on a un stress physiologique. Bien oui, définitivement. Ça peut être très problématique. Ce qui est dommage, c'est que les gens vont vraiment souvent catégoriser l'activité physique comme une bonne façon, puis ils vont pas voir de problématique à trop s'entraîner. Ça va être beaucoup... c'est valorisé. Exactement. Ça va être beaucoup valorisé comme « Hey, wow, la personne a fait 3-4 heures d'entraînement par jour », alors que peut-être que la personne elle a besoin d'aide, puis elle a besoin d'arrêter ou au moins de diminuer son entraînement. Ce qui est pas le cas avec la nourriture. C'est la nourriture, au contraire, les gens vont dire le moins possible de manger nos émotions, ne vont pas valoriser ça, alors que ça peut être une stratégie qui est intéressante. Je pense que c'est important, ce que tu dis, c'est très, très vrai, puis c'est important d'en prendre conscience, parce que c'est tellement imbriqué dans le discours populaire, puis dans ce à quoi on est exposé sur les médias sociaux, qu'on s'en rend même plus compte. Que ces habitudes de vie-là, ben c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut rester équilibré dans ces aspects-là, puis c'est important. Oui, puis il y a la fameuse culture des diètes. Quand tu parles justement de notre société, c'est beaucoup associé au poids. Manger nos émotions, on associe souvent ça à des aliments qui sont moins nutritifs, qui vont peut-être nous faire prendre du poids. Puis l'activité physique, on associe souvent ça à perdre du poids. Dans les faits, un aliment ne nous fera pas prendre de poids. Puis même si ça nous faisait prendre du poids, le poids en soi, c'est pas un facteur qui détermine à lui seul exactement ma santé, mon bonheur aussi. Le nombre de gens que j'ai pu voir en consultation qu'ils ont tout le temps souhaité atteindre un poids X, puis que rendu à ce poids X-là, ils sont toujours pas satisfaits, ils veulent encore en perdre, puis là, ils viennent consulter alors qu'ils n'ont plus de potentiel de perte de poids, même qu'au contraire, leur poids naturel... Ils sont en dessous. Exactement. Donc, je pense que c'est important de le nommer qu'il y a différentes façons, justement, d'apprendre à vivre avec nos émotions. Une part d'être capable de les nommer, de les identifier, mais aussi d'avoir des stratégies
l'alimentation en est un, l'activité physique en est un autre, puis il y en a une panoplie d'autres. Puis c'est justement vers là que je veux aller. T'aurais-tu d'autres stratégies à nous proposer? Bien, définitivement. En fait, je pense que, bien, on a parlé, tu sais, d'être capable d'identifier les émotions, de les nommer. C'est sûr que c'est important. Il faut se donner des breaks aussi. Il faut se dire, bien, j'ai le droit d'avoir des moments dans ma semaine où je ne fais pas que réfléchir à mon entraînement, mon alimentation et ma bonne santé mentale. Je peux avoir des moments où je décide de me distraire, de sortir avec les amis, de faire les activités qui me plaisent, ma petite poterie, ma peinture, peu importe. Donc, se donner des moments où on peut se distraire librement, puis c'est vraiment correct. Et d'un autre côté, une stratégie qui fonctionne bien aussi, c'est tout ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. On en a parlé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire cette habileté-là à détecter l'émotion, mais à aussi aller au-delà de cette détection-là pour se dire, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que j'ai un pouvoir d'agir sur cette situation-là? Et si ce n'est pas le cas, de l'accepter. Donc, accepter qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas changer, accepter qu'on a certaines prédispositions cognitives, on a certains traits de personnalité qui font en sorte qu'on est plus susceptible de présenter X ou Y émotions, puis d'accepter qu'il y a un certain seuil qu'on ne pourra pas atteindre, un peu comme le poids, finalement. De se dire, ben moi, j'ai cette susceptibilité-là. C'est pas de dire d'abandonner carrément, puis ben tant qu'à ça, je régule plus mes émotions, ou tant qu'à ça, je ferai pas attention à ce que je mange du tout, parce que j'ai cette susceptibilité biologique ou cognitive-là. Mais de se dire, ben ça fait partie de moi. Et donc, d'accepter une certaine part de stabilité dans l'émotion aussi, ça aide à lâcher un petit peu prise sur le tout, finalement. Oui, puis comme tu dis, je pense que de se connaître, ça fait qu'on va moins s'exposer à des situations qu'on sait qui vont générer cette émotion-là à laquelle je suis plus susceptible. Mais ça aide aussi, comme tu dis, à choisir le type de relation interpersonnelle dans lequel on décide de s'engager, l'emploi qu'on décide d'occuper. Tu sais, si on est quelqu'un qui est super sensible à l'imprévisibilité, par exemple, ben devenir ambulancier, c'est peut-être pas le meilleur plan de carrière pour nous, puis c'est correct. Tu sais, fait que d'apprendre à se connaître, mais pour ce faire, il faut se poser la question. Tu sais, il faut essayer d'analyser comment on se sent, dans quel contexte on se sent de cette façon-là, puis ça aide à prendre des décisions plus éclairées par la suite. Ah, ben c'est super intéressant. Écoute, si on résume tout ça, la régulation émotionnelle, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps, de l'introspection. Puis on n'est pas tout le temps obligé d'être en train de faire ça. Non, on se donne des pauses. On se donne des pauses, exactement. C'est super important. Puis il y a des outils qui nous aident à passer au travers de tout ça, des outils justement qui nous permettent peut-être plus de nous distraire puis de nous changer les idées, que ce soit par les habitudes de vie, manger, bouger, ou que ce soit plus des activités peut-être plus artistiques, justement, tricot, dessiner des mandalas, lire sur du vrai papier. Hein, si on lit avant de se coucher, c'est important. On se rappelle que les écrans, on essaie de limiter le plus possible. Puis après ça, ben il y a l'aspect introspection de voir c'est normal de vivre certaines émotions, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux agir pour me mettre dans des contextes où je vais vivre peut-être moins d'intensité d'émotions qui sont moins agréables, disons? Définitivement. Alors, Catherine, merci encore une fois de t'être jointe à nous pour l'épisode de Balado. En gros, on retient que les émotions, c'est des messages que notre corps nous envoie, puis que c'est tout à fait normal de recevoir ces messages-là et qu'on doit tout simplement en prendre conscience et voir ce qu'on veut faire avec ça. Ce qui m'amène à te poser la question, est-ce que tu aurais un exercice à nous suggérer pour vivre avec tout ça? Bien oui, tout à fait. En fait, dans la lignée de ce dont on a discuté dans cet épisode-là, je pense que c'est un objectif qu'on pourrait se donner, c'est de s'allouer des moments à tous les jours. Là, ça sonne gros, là, à tous les jours. Mais pour ne rien faire pendant quelques minutes, une quinzaine de minutes, par exemple, et, si c'est le cas, de tolérer l'ennui. Simplement pour apprendre à ne pas constamment être dans la distraction, ça aide à se connecter finalement à comment on se sent au niveau physiologique, mais aussi au niveau psychologique, bien entendu. Et même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, ça aide largement à la régulation des émotions. En fait, c'est la première étape de ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. C'est juste accepter de ne rien faire. Puis, ça fait des effets très bénéfiques à long terme. Oui, puis d'accepter aussi qu'il y a des pensées qui vont venir dans ce moment-là, puis c'est pas grave. Tu sais, des fois, quand on parle de méditation, les gens sont comme, ben là, si je fais pas le vide, c'est ça, comme pression de performance, même dans la méditation, même dans la pleine conscience, mais dans les faits, on regarde les pensées arriver, puis sans jugement. Exactement, on les observe, puis tout simplement. Merci beaucoup, Catherine. On se retrouve dans les prochains épisodes de Balado pour continuer d'explorer l'approche intuitive.